Donc je vais passer la parole au docteur Jousselin. Je vais vous laisser vous présenter et merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci de m'avoir invité. Et donc je suis invité pour vous parler notamment de l'utilisation de l'hypnose dans le cadre de la médecine. Alors, nous allons faire ça bien sûr, mais je vais vous parler de ça. Mais d'abord je vais vous dire qui je suis. Alors moi en fait je suis quelqu'un de très en colère depuis très très longtemps. Parce que j'ai été très mal formé en médecine en France, dans des meilleures facultés de France bien sûr. Je ne donnerai pas de nom. Hein. Et je suis devenu savant, et quand je me suis retrouvé devant mes patients, ça a été compliqué. Parce qu'être savant, c'est indispensable, mais c'est jamais suffisant. Donc voilà. Alors là-dessus, j'ai fait plein de diplômes universitaires. J'ai vissé ma plaque. Enfin, mes enfants, j'ai 4 filles, me disent que papa, t'es space. Moi, je suis space. C'est vrai qu'à 25 ans, j'avais vissé ma plaque à Paris. Et quand j'allais rendre visite à un malade à l'hôpital, ce qui se faisait à l'époque, se fait plus, on demandait ma carte d'identité pour vérifier que j'étais bien médecin. Voilà, j'ai commencé comme ça, la médecine. Et puis après avoir été... Donc j'ai fait plein de diplômes, puis j'ai fini par m'intéresser à la douleur, à la souffrance, parce que j'étais absolument incompétent. Parce qu'on ne m'avait jamais parlé de douleur à l'hôpital. Et donc j'ai fait diplôme en diplôme, puis je suis devenu hospitalier à l'occasion de rencontres. Alors après je suis devenu donc hospitalier, donc j'ai passé des concours, je suis devenu intelligent, là j'étais devenu intelligent. Et là on a commencé à m'écouter, là je suis devenu philosophe, j'ai fait une thèse de philosophie. Et là je suis devenu non seulement intelligent, mais là dérangeant, là je dérange. Voilà. Donc je suis quelqu'un qui j'espère va vous déranger. Et voilà, c'est mon habitude de déranger. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc aujourd'hui... je suis chef de service dans un grand CHU parisien, l'hôpital Bichat, Claude Bernard. Je précise Claude Bernard, parce qu'on va en parler dans un instant. En soins palliatifs. Et pourquoi en soins palliatifs? Parce que c'est le seul endroit, je vais parler imparfait, où on pensait un peu la médecine, car on pense de moins en moins. J'ai même été président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je ne suis pas resté longtemps, parce que je me suis fait un peu agresser. Parce que je tenais une position qui était dérangeante, encore une fois, donc c'est pas embêtant, mais c'est juste une... Voilà, je n'en veux à personne. Sinon il y a quelque chose de terrible dans cette position où je suis aujourd'hui, dans un des plus grands centres hospitaliers, très prétentieux, déjà, et je vois des malades techniqués. Ils sont techniques. Voilà. D'ailleurs, l'hôpital devient de plus en plus technique. Et on va faire des plateaux techniques. Et comme je le disais tout à l'heure, les malades, on ne les touche plus. Alors quand je vois que vous avez une formation, le soin par le toucher, les malades, on ne les touche plus. Moi, je ne travaille jamais seul. Pour continuer ma présentation un tout petit peu, je suis toujours en équipe. On a créé une équipe, enfin un peu exceptionnelle d'ailleurs, avec des gens de très grande qualité. Et ça m'arrive souvent d'être auprès des patients avec une infirmière qui dit aux malades « Excusez-le, c'est un vieux médecin, il risque de vous examiner. » D'ailleurs, je demande toujours la permission de les examiner, ce que l'on ne fait jamais habituellement. Enfin bref, voilà. Et effectivement, les gens ne sont plus touchés et ne sont en plus pas écoutés. De moins en moins écoutés. Ils sont techniqués, on fait des images. Tout de suite, on fait des images. Et après, on va prendre des décisions sur des images ou des chiffres. On est dans la gouvernance des chiffres. Vous voyez, je suis en colère, il faut que je m'arrête. Voilà, la gouvernance des chiffres, c'est quelque chose de terrible. Donc, je ne connais pas grand-chose à la kinésiologie, mais ce que j'ai entendu m'a fait très plaisir tout à l'heure. Juste une petite remarque, par exemple, quand notre collègue dit un tel, je l'ai rencontrée, elle avait une allergie, et hop, elle a été beaucoup mieux. Là, c'était un peu... et elle s'est reprise tout de suite, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais la patiente, elle était prête. Oui, voilà. Voilà une humilité que moi, je n'entends plus. Je n'entends pas. Pour revenir un instant sur l'épigénétique, alors c'est peut-être une façon moderne aujourd'hui d'avancer parce que, en effet, aujourd'hui, l'environnement n'intéresse personne. Pas le monde de la science. D'ailleurs, la science, elle est toujours calculée. On fait toujours, aujourd'hui, enfin, bon, ça bouge, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était toujours des études quantitatives, en double aveugle contre placebo, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors que les choses ne sont jamais égales par ailleurs, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est indispensable. Mais encore une fois, si on en reste là, il y a quelque chose qui manque quand même.
C'est-à-dire, qui manque-t-il? Eh bien, l'être humain. L'être humain. Et c'est pour ça que j'ai fait de la philosophie. Voilà, donc, avant de parler d'hypnose, je voulais reprendre un tout petit peu, je regarde ma montre, parce que j'ai prévu... Voilà, on a prévu 5 séquences. Ah, très bien, merci, merci. Donc, j'ai prévu de vous parler de 5 sujets, de vous faire des petits exercices, parce qu'en fait, moi, je suis un praticien. C'est ça qui est terrible, c'est que je suis un praticien intello. Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est vrai qu'il est compliqué. Et je suis... Bon, voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, on va faire de la pratique. Ouais, je ne vais pas vous faire... Puisque je suis tout à fait pour la science, évidemment. L'homme adore la technique et adore la science. Mais la science, elle n'est juste... Donc elle n'a pas montré le contraire, vous voyez. Donc il y a une nécessité d'avancer. Mais il y a un hasard dont il faut peut-être tenir compte. Et le hasard, c'est peut-être qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on ne vient pas de n'importe où et qu'on vit dans un environnement. Voilà, enfin je ne vais pas reprendre, vous avez dit tout ça très très bien. Donc on va faire quelques exercices ensemble, et on en fera peut-être enfin voilà, on va faire quelques exercices. Auparavant, je vais donc aborder quelques thèmes, et à chaque fois vous faire un petit exercice. Bon, sur le premier thème, je ne vais pas faire d'exercice parce que je voulais juste parler un peu de la santé. Mais en fait, tout vous a déjà été dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai, l'élément majeur que vous avez dit, madame, c'est que finalement, nous vivons dans un environnement lequel, forcément, nous influence. Extraordinaire que la médecine aujourd'hui n'utilise pas ça. Alors bien sûr, si vous fumez, on vous demande d'arrêter de fumer, si vous buvez, arrêtez de boire. Mais alors l'environnement, ça n'intéresse personne. Alors, par exemple, moi je suis un grand lecteur de Georges Canguilhem. Alors Georges Canguilhem, c'est un philosophe qui a pris la succession de Bachelard à la Sorbonne et qui a fait sa médecine. Après avoir fait la philo, il a fait de la médecine. Donc il ne disait pas que je suis médecin, il disait je suis docteur en médecine. Sous-entendu, ne me montrez pas de malade, je ne suis pas très au point. C'était pas un grand clinicien. En revanche, il a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pathologique. Et nous sommes, en fait, il faut savoir que jusqu'au XVIIIe siècle, on était mené par toutes les thèses de Claude Gallien, hein, et avec les humeurs, etc., dont on rit un peu aujourd'hui, mais c'était peut-être pas si bête que ça. Et puis, fort heureusement, on peut le dire quand même, Claude Bernard est arrivé, notamment, entre autres, je cite Claude Bernard, qui, lui, a apporté toute la science expérimentale, et qui a fait des liens entre telle anomalie dans leur corps, tel symptôme. Là, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'est passé, et on a chassé Galien. Et la médecine est devenue un développement occidental, hein. Parce que l'acupuncture, on n'en parle pas. Il n'y a que l'Occident. On est le centre du monde, hein, quand même. Hein. Mais enfin bon. Oui, je suis en colère, il faut que je me calme. Donc Claude Bernard, il a fait cette idée quand même qui était tout à fait géniale, hein, de faire un lien entre le symptôme, ce qui se passe dans le corps, l'anatomopathologie, et donc ça a débouché sur des traitements, et la médecine occidentale est devenue triomphante. Et heureusement, et merci Claude Bernard, et tous ses successeurs. Sauf que, on arrive un peu au bout de tout ça, et que par exemple Georges Canguilhem, dont je parlais, n'a toujours pas reçu. Qu'est-ce que disait Georges Canguilhem? Je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec ça. Georges Canguilhem, il disait simplement que, juste pour prendre un propos de Canguilhem, c'est-à-dire qu'il dit qu'une personne ne subit pas une maladie. On ne subit pas la douleur, on ne subit pas une maladie, ça c'est faux. On fait sa maladie et on fait sa douleur. C'est-à-dire que, voilà, et donc cette expression, quand je dis ça, je passe pour un grand fou aussi, on me dit Jousselin est spécial. Spécial. Alors que c'est l'élément majeur quand même. Hein, on ne tombe pas malade comme ça par hasard. Alors il faut se méfier aussi de vouloir tout objectiver tout ça, de se méfier de ce qu'on fait de tout ça. Mais il y a quelque chose de juste. Hein, je ne vais pas revenir, vous en avez très très bien parlé. Alors l'épigénétique, c'est peut-être une façon de faire revenir tout ça, en effet, de réfléchir. Parce que le fait que les gènes s'expriment ou ne s'expriment pas, bon, pas du tout appris tout ça, hein, et donc c'est quelque chose qui est tout à fait majeur aujourd'hui, et qui sont une explication. Alors encore une fois, c'est une vision bien sûr, c'est une vision particulière de l'être humain, parce qu'on va aller dans son génome voir ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement ce qui se passe,
C'est bien ce que vous décrivez, c'est pas tellement... parce que ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe dans le génome, puisqu'on fait les thérapies géniques, hein, voilà. Et donc, tout ça c'est très bien, mais par exemple, dans les immunothérapies, aujourd'hui, ils font des manipulations génétiques, et parfois, il y a des changements tout à fait spectaculaires et bénéfiques. Moi, je le vois en dermatologie, où je voyais beaucoup de patients qui mouraient, mais encore, mais beaucoup moins en tout cas, de mélanome malin. On en voyait beaucoup, on n'en voit presque plus. C'est-à-dire que, même dans des maladies évoluées, une manipulation bénéfique sur un plan génétique peut faire modifier des systèmes immunitaires qui font que la maladie peut régresser de façon spectaculaire et fort heureuse, fort heureuse. Mais en réalité, personne ne sait réellement ce qui se passe. Or, sauf qu'à un moment donné, on peut avoir un point de vue, on vise le génome, on fait quelque chose, on sait ce qui s'est passé, on a vu l'anomalie, on fait quelque chose là-dessus, et les choses vont mieux. Oui, mais pourquoi ? Parce que vous avez changé ça, mais qu'est-ce qui s'est en réalité passé ? On ne sait pas. En fait, c'est pour dire que tout ça, c'est très intéressant, c'est très important de faire tout ça. C'est une façon de s'intéresser à... Nous ne sommes pas... Enfin, je vais par contre ce que je dis qui était très très juste. Hein. Et l'idée, quand même, c'est que le monde vivant, nous sommes des êtres vivants. Et le monde vivant, il y aura toujours de l'inconnaissable. Alors on peut... C'est-à-dire que c'est pas de l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qu'on va finir par connaître. Parce qu'on est savant, on va connaître. Mais ça, c'est une illusion, c'est le scientisme. Alors, on le voit, vous entendez, écoutez les gens qui vous disent, quand on aura fini par utiliser telle technique, et je ne donne pas de nom ni de technique, on va pouvoir tout régler. Ça c'est le scientisme. Alors, on a peut-être besoin de quelques scientistes un peu fous, mais qui font avancer les choses d'ailleurs. Mais, allez, faut se méfier quand même. Hein. Croire que la science va tout régler, c'est quand même... voilà. Maintenant... qu'en prenant cette position, on puisse avoir une vision tout à fait intéressante et faire bouger les choses, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Donc, pour le dire autrement, le vivant, nous sommes tous vivants dans un monde qui vit, hein, et nous passons notre temps, là ça je vais faire un peu de philo, juste une seconde, finalement, Heidegger, chaque fois que je cite Martin Heidegger, je dis à chaque fois que c'est un sale con quand même, hein, n'oublions pas qu'il a été nazi, mais il a écrit un livre absolument époustouflant. C'est d'ailleurs incroyable d'écrire un livre époustouflant quand on est nazi. Enfin bon, c'est comme ça. Il a écrit L'être étant de Heidegger. C'est extraordinaire. Et il montre que l'homme... Alors vous avez vu les dessins de l'homme. En fait, l'homme, il est en train de se courber. Mais de toute façon naturelle, comme dit Heidegger, nous sommes jetés vers la mort quand même. De toute façon, on y va. On ne voit jamais les hommes reculer quand même. Comme la courbe. Bon, et Heidegger dit que finalement nous vivons de quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Eh bien un homme c'est quelqu'un qui se soucie de soi et des autres. C'est sa vie tous les jours. On passe notre temps à se soucier de soi et des autres. Et les autres vivants, donc les arbres, tout ce monde vivant. Et on se préoccupe des choses. Ah, c'est plutôt les roches, c'est plutôt les objets, etc. Qui parfois sont, enfin voilà, sont pas forcément que des objets. Enfin voilà. Donc on se soucie de soi et des autres. Et on se préoccupe, pour utiliser les termes de Heidegger, on se préoccupe des choses. Et ça, c'est notre quotidien. Voilà. Je voulais en dire plus, mais je ne vais pas en dire plus parce que le temps passe. Et puis je voulais surtout passer tout de suite à, finalement, qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Mais avant de parler d'hypnose, j'avais envie de me dire, j'avais prévu de vous dire, finalement, qu'est-ce qu'une rencontre à visée thérapeutique. Ça, c'est majeur, vous en avez parlé aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre à visée thérapeutique? D'abord, c'est une rencontre. Et toute rencontre humaine est imprévisible, potentiellement blessante et irreproductible à l'identique. Donc à chaque fois, toute rencontre, elle est neuve, elle est nouvelle, et on ne sait pas ce qui se passe. Quand vous allez rentrer chez vous tout ce soir, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer. Bon, fort heureusement, j'espère, ça va se passer très bien, mais en réalité, vous ne savez pas. D'ailleurs, vous arrivez, il faut toujours commencer par parler de la pluie et du beau temps, toujours, hein, pour voir si la toute va pas trop mal. On parle de la pluie et du beau temps, puis après on parle de choses plus sérieuses. Voilà. Donc ça, c'est la vie de tous les jours, d'accord ? Donc une rencontre, c'est déjà pas simple du tout entre deux êtres humains. En plus, c'est un visée thérapeutique. Donc il faudrait que l'un soit thérapeute et l'autre demande de l'aide. Oui, donc il y a une dissymétrie, mais qui est tout à fait normale. Alors après, quelle forme de dissymétrie, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Hein. Quand je suis mal, j'appelle au secours et je vais aller à la rencontre de quelqu'un. Et en fait,
moi, je pense qu'il y a plein de choses. Voilà, tout se passe là. Tout se passe là, dans ce mouvement, dans cette rencontre. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est majeur, c'est... Moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est ce qui est, je pense, majeur, c'est cette relation humaine. Quelle que soit la technique que vous utilisez, même les techniques de kinésiologie dont j'ai entendu quelques bribes là, il y a toujours quelque chose qui est à mettre au cours d'une relation avec autrui. Et donc ça, c'est majeur, majeur, majeur. Et si on loupe ce premier pas, alors ce qu'on va appliquer, notre technique, quelle qu'elle soit, hein, parce que je ne suis pas du tout contre la technique, ce qui m'ennuie, c'est quand la technique est première. C'est ça qui est un peu dangereux. Mais quand j'ai fait une rencontre avec quelqu'un, quelle que soit la technique, et que j'applique ma technique, et bien, si ma premier moment de la rencontre est de qualité, alors ma technique sera mieux adaptée. Donc je dis des banalités qui sont inentendables aujourd'hui au CHU. Hein. Inentendables. Moi, je disais... Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Ah oui. Moi, je termine ma carrière, parce que j'ai encore 18 mois à faire. Quoi, je pourrais rester un peu plus longtemps, mais je m'en vais parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile. Je suis en face de situations un petit peu effroyables, et je vois des abandons. Je vois des malades qu'on ne touche plus, des malades qu'on n'écoute pas, des malades qu'on oublie. Extraordinaire. Juste une petite remarque, je suis en colère, pardon, je suis en colère. Il y a un patient, le nombre de fois où on m'appelle en me disant Monsieur Untel, il ne parle plus, il a perdu la tête, je ne sais pas quoi, enfin, il a 1000 raisons, il ne parle plus. Attendez, moi j'y vais, enfin c'est pas moi, c'est nous y allons en équipe, on se pose. Et on offre à cette personne une véritable disponibilité d'accueil et d'écoute, alors elle parle. Si jamais on vous se met en position de vous écouter, vous parlez de... Donc c'est ça que je vois. Et la médecine, elle est là comme ça aujourd'hui. Alors en fait, cette médecine hospitalière va devenir de plus en plus technique, et le soin, il va se passer ailleurs. Parce que c'est plus à l'hôpital. On va vous envoyer à l'hôpital pour faire un geste. Et c'est bien, et d'autant plus technique et savant, et tant mieux. Mais là, on n'est pas dans le soin. Il va falloir mettre du soin avant, après. Et là, vous avez toute votre place. Et nous avons tous notre place là. Et c'est très important. Parce que s'il n'y a que ça, finalement, il y a un geste technique avec un patient qui est abandonné. Et le technique, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la technique sera d'autant moins efficace. C'est incroyable. Ça c'est quelque chose, quand je dis ça, je passe pour un fou. Hein. Je passe pour un fou. C'est-à-dire que la façon dont le médicament est donné et dont il est reçu, ça change tout. Il y a la façon dont le technique... Et aujourd'hui, on ne l'entend pas. Et quand vous parlez de l'effet placebo à un médecin, il rigole. Il rigole. 40%, quoi. Ça veut dire que quelle que soit la chimiothérapie que je donne, quelle que soit... voilà. Donc, voilà. Alors, tout ça, c'était une petite introduction sur... donc, vous voyez que la thérapie, quand on soigne, et vous êtes dans cette direction-là. Alors même si vous n'avez pas forcément l'étiquette du soignant, vous êtes en train de soigner. Parce que finalement, quel est le contraire du soin? On a une vraie question. Quel est le contraire du soin? Eh oui, c'est la négligence. Alors l'indifférence, elle va vous demander un effort. Et il y a... Oui, parce que... La négligence. Mais vous avez raison. Un mot sur l'indifférence. Un être humain, de par sa nature d'être humain, on pourrait dire ontologique, les philosophes disent ça, de sa nature ontologique, ne peut pas ignorer la souffrance d'autrui. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez faire un effort d'indifférence. Le meilleur exemple, c'est le clochard. Quand on rencontre un clochard, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est pas possible. Mais vous pouvez faire comme si vous l'ignorez. Ça va vous demander un effort. Vous allez économiser 1 euro. Voilà. Mais voilà. Donc c'est un effort. Donc c'est pas tellement l'indifférence, c'est la négligence. C'est-à-dire que c'est même sans effort, si on néglige l'autre, alors on n'est pas dans le soin. Et le soin, c'est d'abord prendre soin. Attention, une attention à l'autre, tout simplement. Voilà, une bienveillance. Voilà. La bienveillance, moi je pense qu'elle est plutôt après qu'avant. Mais enfin voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Enfin, elle est plutôt une conséquence de la façon dont je vais vers l'autre. Enfin bon. Mais je suis tout à fait d'accord sur la bienveillance. Voilà. Je ne vais pas chipoter. Alors, donc, on va faire un petit exercice.
Est-ce que vous voulez bien faire un petit exercice? Oui. Alors, c'est un petit exercice extrêmement simple, extrêmement simple. Vous allez simplement fermer les yeux, vous restez assis comme vous voulez, là, vous êtes, voilà. Et on va faire ça 2 minutes, hein, même pas. Hein. C'est juste une petite introduction, voilà. Moi, je vous demande de faire ce petit exercice et vous le faites si vous voulez bien. Si vous vous sentez en capacité de... vous allez simplement essayer de repérer le flux lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Faites simplement ça, rien. Faites rien en fait, hein, c'est pour revenir un peu. Sinon que de fixer votre attention sur quelque chose de tout à fait banal, qui est de repérer finalement, non pas tant sa respiration, oui, mais c'est plutôt par l'intermédiaire de simplement repérer ce flux qui sort du nez et ce flux qui rentre, voilà, l'inspiration et l'expiration. Simplement ça. Prendre le temps de quelques instants, fixer votre attention là-dessus. À votre rythme, bien sûr. Et ne rien faire d'autre. Donc c'est un petit peu... déjà c'est une façon de penser un peu à soi, voilà, tranquillement. Voilà, encore quelques instants. Bon, très bien, alors on va arrêter, vous voyez, c'est un petit exercice très très court. On va refaire un autre tout de suite, après. Mais déjà, voilà, vous pouvez arrêter cet exercice. Qui est-ce qui n'est pas arrivé à faire cet exercice? Bravo, je vous félicite quand même. Alors en fait, ça c'était pour illustrer qu'en fait, finalement, c'est juste pour illustrer cette notion selon laquelle, lorsque vous êtes dans une rencontre thérapeutique, il y a une demande qui est faite de l'un à l'autre. Et à un moment donné, il faut quand même se répondre. Hein. C'est-à-dire que l'autre vient vous voir, vous devez lui offrir une disponibilité d'écoute. Et vous, de votre côté, vous devez également être attentif à lui, etc. etc. Donc, en faisant cette demande, je vous ai fait cette demande toute simple, je suis content de voir que déjà on s'est rencontrés, c'est déjà une façon de se rencontrer, tout simplement. Voilà. Je vous ai fait une demande toute simple, et vous l'avez acceptée, et je vous en remercie. Bon. Alors, ça c'était... Alors, nous allons parler de l'hypnose, pour avancer un petit peu plus. Alors finalement, l'hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est ça, mon troisième point, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Oui, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Voilà une vraie question. Vous savez ce que c'est que l'hypnose? Un état de conscience modifié. Un état de confiance modifié. Définition de l'hypnose. Ah, Jacques. À mon sens, l'hypnose, c'est une manière de mettre au diapason tous les différents strates du corps. Tous les différents strates. Ouais. Pour moi, en l'occurrence, l'hypnose, c'est vraiment l'accompagnement à l'effet placebo. Encore plus que la kinésie. L'accompagnement à l'effet placebo. Voilà. Moi, j'appelle effet placebo auto-guérison. Dans le sens. D'accord. Voilà. Bon, pas comme ça. Bon, vous avez en toi état modifié de conscience. Je voudrais dire quelque chose qui me gêne, moi, par rapport à l'hypnose, que je connais très très peu. Mais c'est que par rapport à l'hypnotise, celui qui exerce l'hypnose, j'ai l'impression on va être entre ses mains et ça me fait un peu peur. Heureusement, vous avez peur. Oui, très bien. Alors en fait, l'hypnose, ça c'est une très bonne remarque. Alors c'est pour dire que l'hypnose aujourd'hui, l'hypnose contemporaine, ce n'est jamais quelqu'un qui vous hypnotise. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Ça c'est l'hypnose de spectacle. Mais on pourra en parler, hein, c'est différent. Donc l'hypnose, c'est déjà apprendre à quelqu'un à être lui-même en auto-hypnose. Vous voyez, on n'est déjà plus dans cette position dominatrice. Je vous soumets, regardez mon doigt, plus il descend, plus... Ouais, non, ça ne marche pas. Ça pourrait marcher, hein, faites gaffe. Hein. Voilà, donc ça c'est fini. Ça c'est fini. Ça c'est l'hypnose traditionnelle ou semi-traditionnelle. Et donc, Milton Erickson, qui était un psychiatre américain, qui est mort en 1980, à Phoenix, en Arizona,
à reformuler toute cette façon d'hypnose, et puis maintenant ça a beaucoup évolué. Mais on en est resté à quand même cette idée quand même que c'est bien l'autre qui fait quelque chose pour lui-même. Et donc ça c'est très intéressant parce que on doit vous rejoindre, j'imagine, en kinésiologie. Hein. Il y a quelque chose de, c'est pas moi je vous apprends quelque chose et vous faites comme vous pouvez. Voilà, je vais vous apprendre quelque chose. Ça c'est la première chose. Alors ensuite cette hypnose. Comment je vais faire pour être moi-même en hypnose, finalement? Comment je vais lui apprendre? Allez-y, pardon. Allô, allô? Oui, pardon. On va chercher à créer une détente musculaire pour que la personne puisse, au fur et à mesure, descendre dans l'inconscient et être un peu moins confrontée à son système de défense, ce qui va nous permettre d'avoir des informations et d'avoir accès à ses ressources personnelles pour qu'il puisse trouver justement des ressources, tout simplement. Alors, voilà, je suis d'accord et pas d'accord. Alors, je suis d'accord avec la fin de votre proposition, mais le début, vous avez dit... non, mais vous avez dit un mot, un verbe avant. On cherche, vous avez dit ça? On cherche à faire. Oui, on cherche à l'emmener. On l'accompagne. Qui est-ce? Non, voilà, merci. Voilà, donc, alors ça peut être un objectif, mais moi, j'ai pas cet objectif-là d'abord, hein, mais ça peut être un objectif. Et là, vous êtes en train, vous avez déjà formalisé un objectif avec des... Voilà, mais c'est une bonne idée, hein, mais je pense que... Moi, je ne veux même pas, pour définir les taux, je ne vais pas jusque-là tout de suite, en tout cas. Oui, monsieur? On pourrait en parler sous forme d'onde cérébrale. Onde cérébrale, non. Bien sûr, on a tous des ondes cérébrales, sinon on ne serait plus là. Des variations par rapport aux ondes. Il y a sûrement des variations, mais c'est pas ça l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est... Pardon. Les ondes θ par rapport aux ondes bêta. Non, moi je ne fais pas ça. Moi je ne redis pas d'hypnose à des ondes. Vous parliez de rencontre tout à l'heure entre le thérapeute et la personne. Donc c'est une rencontre d'inconscient à inconscient, finalement, de ce que j'en ai compris, pour justement accompagner, comme disait ma collègue, la personne à trouver ses propres ressources et qu'elle puisse les... Ça c'est assez juste, mais c'est pas spécifique de l'hypnose, ça. Vous voyez, je vous laisse dire tout ça parce qu'en fait ça c'est pas spécifique de l'hypnose. Mais c'est-à-dire que c'est assez juste. Je vous laisse dire tout ça parce que, c'est-à-dire qu'encore une fois, si on pense que nous, c'est un peu présomptueux de savoir que nous avons la solution et que nous allons proposer la solution à l'autre, il y a quelque chose qui doit vous déranger là quand même. Hein. En revanche, permettre à l'autre d'apporter des changements et surtout l'accompagner pour qu'il y ait des changements, là ça doit vous parler beaucoup plus. Alors ça je suis d'accord. Mais revenons sur l'hypnose. Alors donc c'est apprendre à l'autre. Allez, je vous regarde, mais oui, je suis en train de vous dominer avec mon regard. Ne me regardez pas. Mais dans ce cas, c'est donc auto-hypnose, alors c'est ça? Alors voilà, on devrait dire auto-hypnose. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. En fait, l'hypnose aujourd'hui, c'est apprendre à quelqu'un à être en auto-hypnose. Alors pour apprendre à quelqu'un à être en auto-hypnose, la première chose qu'on lui demande, c'est de fixer son attention sur quelque chose. Ça va un petit peu à ce que vous dites, c'est-à-dire que si je fixe mon attention sur quelque chose, quel que soit ce quelque chose, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit gustatif, olfactif, kinesthésique, j'en sais rien. Quand vous nous demandez de fixer son attention sur quelque chose, alors là, à ce moment-là, moi je le dis comme ça, hein, mais on peut dire autrement, je ne parlerai pas de modification de l'état de conscience, parce qu'il faudrait qu'on définisse ce que c'est que l'état de conscience. Voilà, bon. Et donc si je demande à quelqu'un de fixer son attention sur quelque chose, alors il va être un petit peu moins présent dans la pièce, dans son environnement, un petit peu moins, hein, simplement. Tout ça est très fluctuant, car le monde vivant est alternatif sans cesse. Et alors, il y a des possibilités intéressantes qui pourraient peut-être, ça va peut-être permettre, vous avez parlé de défense, hein, voilà, de mettre un peu ces défenses de côté, d'accord? Donc ça, c'est, voilà, donc l'hypnose, c'est ça, c'est demander à quelqu'un, lui apprendre à fixer quelque chose, et au cours de cette fixation, alors, il va y avoir, on ne sait pas ce qui se passe, alors après, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est vrai que le patient ayant, je reprends vos mots, un peu moins défendu, laisse faire les choses, et en fait se fait un peu confiance, et c'est là il se rencontre un peu, il laisse le vivant, finalement, le monde, que l'inconnaissable du vivant, faire quelque chose, peuvent s'arranger de façon bénéfique, espérons-le, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que vous êtes prêts. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, et tout l'environnement, les circonstances, les enjeux, tout ça, ça joue. Il faut arrêter de penser qu'on est avec un être humain en face de nous et rien d'autre. Ça, c'est complètement faux. Voilà, donc, ce qui est majeur, pour en rester là, ce qui est majeur, on voit bien, c'est bien la rencontre.
C'est-à-dire, quel est symboliquement, ou pas seulement symboliquement, quel est l'investissement qu'a mis la personne qui vient vous rencontrer, et vous, comment tenez-vous votre position, hein, comment tenez-vous votre position. Voilà. Donc on est bien dans cette rencontre thérapeutique qui fait que l'un va chercher de l'aide auprès d'un autre, qui est symboliquement, notre société, en tout cas en Occident, qui a quelle capacité de, en tout cas, d'accueillir cette détresse et d'aider l'autre à aller mieux. Voilà. Donc on est vraiment là-dedans. Alors, une fois que le patient a baissé un peu sa garde, et ça j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'on va éventuellement proposer pour obtenir peut-être une détente, je sais pas quoi. Enfin, là vous étiez allé un peu vite, mais vous êtes jeune femme dynamique, c'est normal. Voilà, donc la première chose, c'est quand même ça, c'est déjà aider les gens à retrouver un souvenir, enfin, je dis un souvenir parce que je vais faire le petit exercice là, simplement faire ça et voilà, l'accompagner. Et donc, alors pour le dire autrement, si je veux accompagner quelqu'un, je ne peux pas être dominateur, je peux, mais je vais moins être accompagnant, d'accord? Donc il faut que si je vous demande de fixer votre attention sur quelque chose, ben, il faut que je le fasse aussi avec l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant, l'apprentissage de l'auto-hypnose. Aujourd'hui, moi je le fais, hein, même dans ce grand CHU, là, je suis un peu bizarre, ils me respectent quand même, parce qu'ils disent, hein, c'est un peu un emmerdeur, Jocelyn, faut pas trop aller voir, enfin bon, ils nous emmerdent un peu. Mais en fait, ils me laissent une grande liberté et ils savent que je fais des choses un peu bizarres, que j'accueille les patients sans regarder ma montre, c'est un peu bizarre, hein, dans ce monde aujourd'hui, c'est compliqué. Et alors c'est vrai que je fais des grandes consultations douleur, par exemple, j'aime pas du tout ce terme consultation, moi j'ai jamais vu la douleur. Vous avez vu la douleur passer, vous? La douleur, oui, je vis malheureusement. Vous l'avez vu passer devant vous? Non, voilà, moi non plus. Et voilà, exactement. Donc c'est tout, je fais tout un travail, moi je suis même en train de réfléchir, à publier des choses là-dessus. La douleur, ça n'existe pas en réalité. C'est toujours un homme douloureux. Et donc c'est pas la même chose. Si vous adressez à un homme douloureux, plutôt qu'à un symptôme, il a mal à tel endroit, on n'est plus du tout dans le même paradigme. Donc dans cette consultation, par exemple, souvent la première chose que je fais, je vous en parlerai un peu, déjà je me tais. Je les laisse me raconter. Moi je suis très porté, je suis un élève de Ricoeur, j'ai même rencontré Ricoeur, j'étais un copain de Ricoeur, sur la narration. C'est-à-dire ce qui est narration. C'est-à-dire que la narration, ce que raconte l'autre, mais voilà, il faut l'accueillir. Et c'est compliqué. Alors je fais ça à l'hôpital, les gens font jamais ça. Voilà. Donc, dans ces moments où je les écoute pour qu'ils me racontent ce qui leur arrive, après je leur propose parfois, on voit de l'hypnose, et ce premier moment consiste à prenez le temps de fixer votre attention sur quelque chose, et moi je suis à côté de lui, et je fais la même chose. Quand vous avez appris à écrire, l'instituteur, il vous a demandé de faire un L, mais il l'a fait devant vous. Et vous avez imité, vous avez parlé tout à l'heure du mimétisme. Donc c'est ça. Donc moi je rentre également en hypnose, en même temps pour lui montrer le chemin. Alors on peut faire ce petit exercice, si vous voulez bien. Donc vous n'avez rien à faire. Hein. Alors on commence comme tout à l'heure, donc vous fermez les yeux. Pourquoi je dis ça? C'est un peu directif, mais bon, c'est pour que l'exercice se fasse assez vite, quoi. Enfin assez vite, vous puissiez en profiter tout simplement. Donc vous fermez les yeux. Recommencez à retrouver le flux d'air dans vos narines, simplement, comme ça. L'histoire, c'était simplement de retrouver, on repart, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Hein. Et donc, comme on apprend à l'autre à être en hypnose, vous prenez le temps déjà de laisser l'air venir, voilà, revoir ce flux. Pendant que vous faites ça, il faut que vous ayez bien repéré à nouveau ce flux d'air. Alors, prenez le temps de retrouver un souvenir, quel qu'il soit. Bon, de préférence agréable, mais quel qu'il soit. Alors quand je dis retrouver un souvenir, c'est peut-être une image, mais c'est peut-être des sonorités, ou peut-être des sonorités dans cette image. Ça peut être des sensations corporelles, ça peut être des parfums, des odeurs. Le goût d'un aliment, à ce moment-là, vous allez peut-être vous mettre à déglutir, et vous rappeler des bons plats. Je ne sais pas. Faites aucun effort. L'idée, c'est de laisser venir. Vous laissez venir. Vous n'avez aucun effort à faire.
que de laisser venir ces images, et vous serez étonné de voir quelques images apparaître pour la plupart d'entre vous. Et vous faites rien d'autre que ça, à votre rythme. Cherchez pas... Alors, il peut y avoir plein d'images, hein. Comme alors très peu, ou une de temps en temps. Ça peut être très flou, ça peut être très précis, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Vous faites comme vous pouvez, là, maintenant. À votre rythme. Voilà. J'espère que votre souvenir est agréable. Tranquillos. Je ne sais pas s'il y a des ondes alpha, delta. Enfin, je vois que vous avez l'air d'aller pas mal. Voilà. On se laisse encore quelques secondes, tranquillement. Voilà. Maintenant, vous allez prendre le temps de revenir ici, tranquillement à votre rythme. Hein. Faites une grande respiration pour bien revenir ici, les yeux ouverts. Voilà. Alors, qu'est-ce qui n'a pas réussi à voir la moindre image? Enfin, vous êtes quand même très doué, hein, mais c'est un public particulier. Bon, très bien. Donc, vous êtes en train d'apprendre l'auto-hypnose, là. C'est toujours pareil. Hein. C'est bien de parler une chose, mais une bonne idée, c'est de le montrer aussi. C'est pas mal, quoi. C'est de l'expérimenter, c'est pas mal. Donc voilà, l'hypnose, c'est ça. Ça commence comme ça. Ça commence par demander à quelqu'un de fixer son attention. Alors, on peut demander aux gens, regardez mes yeux. Plus vous regardez mes yeux, plus vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes, de plus en plus lourdes. Ça ne fonctionne pas. L'hypnose, et pas seulement, mais celle-là, demande une fixation de l'attention. Mais ça sera d'autant plus adapté que ça sera l'image de la personne elle-même plutôt que la mienne. Je n'ai pas dit de vous retrouver sur la plage ou dans la piscine. Moi, j'ai horreur de l'eau. Vous imaginez, vous me demandiez d'aller à la piscine, moi j'ai horreur de ça. Donc ce ne serait pas un souvenir agréable pour moi. Donc je ne vous ai pas dit quel souvenir. Et c'est parce que je ne vous ai pas dit quel souvenir et j'ai prononcé simplement le mot deux fois agréable. Et encore, je vous ai dit que peut-être il sera agréable, qu'alors vous vous êtes permis de trouver quelque chose. D'accord? C'est toute une technique d'hypnose, c'est utiliser des mots flous, faire une proposition à quelqu'un et qu'il puisse remplir, utiliser voilà, son imaginaire, son histoire, sa culture, sans que moi je sois en train de lui dire faites ceci, faites cela. Dès que je suis directif, dès que je vais être directif, hop, je ne vais pas forcément être adapté du tout. Tandis que si je suis en train de vous proposer de fixer votre attention sur quelque chose, et c'est votre souvenir, vous voyez, ça marche chez tout le monde. Enfin, je suis peut-être très très fort. Ça doit être ça. Si vous mettez une technique en face d'un problème, d'un symptôme, je sais pas quoi, oui, on est quand même très réducteur. Ouais. Mais il faut la technique, il faut l'apprendre. Hein. Le soin, c'est toujours de l'art, c'est pas de l'artisanat. Mais un bon artiste, c'est un bon artisan. Hein, c'est-à-dire qu'il faut apprendre une technique, et ensuite, comment je la mets en œuvre? Eh ben, c'est ce que moi je le dis avec mes mots, je la subjective en fonction de l'autre, et ça, c'est de l'art. Ça, c'est un artiste. Donc, soigner autrui, c'est de l'art. C'est de la technique, bien sûr, mais comment je la mets en œuvre, ça, c'est de l'art. Voilà. D'accord? Alors, voilà, donc on a fait ce petit exercice pour vous viviez. Alors, ce que je voulais faire, je pense que c'est moi après. Oui, je voulais vous parler un petit peu des dangers, un peu de. Donc l'hypnose, ça commence comme ça, hein, fixation de l'attention, donc sur un souvenir par exemple, et puis on vous accompagne, et vous n'arrivez pas seul, vous arrivez avec votre problème, vos problématiques, et il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui va peut-être changer parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du vivant dans cette rencontre thérapeutique qui va faire que ça va changer. Mais ça ne changera que si c'est possible, vous l'avez dit, si elle est prête. Si elle n'est pas prête, ça ne changera pas, vous aurez beau être savant, technique, méfiez-vous, votre technique qui règle tout, c'est dangereux. Mais une technique, on en a besoin pour la mettre en œuvre. Il y a quelque chose, c'est dans la mise en œuvre que c'est compliqué. Si on en reste qu'à la technique, à mon avis, on a oublié un peu. Alors, deux petites... Oui, et après, je vous fais des petites démonstrations. Il va te passer un micro. Comment faites-vous pour maintenir l'état de conscience modifié dans une fluctuation stable et pas
Alors d'abord, vous avez utilisé état modifié de conscience. Moi, j'ai dit, j'étais pas d'accord. Hein. Mais je suis d'accord sur garder ce terme-là. D'accord. Vous faites comme vous pouvez. En accompagnant le patient, en étant là. Et en lui apprenant, lui, à le faire tout seul chez lui. Mais chez lui, il va refaire cet exercice en retrouvant le même souvenir au début. Après, il faut qu'il vive. C'est pour ça que je vous fais des exercices, parce qu'il faut qu'il vive. Parce que là, on parle, vous voyez, on objective, etc. On peut en mettre tous les mots. Moi, je pourrais mettre des mots extrêmement savants. Hein. Mais ce que j'avais voulu, c'est pas mettre des mots savants. J'en ai marre, moi, des savants, tout dire. J'en ai un peu marre des savants. En revanche, dans la pratique, je suis tous les jours là, avec des histoires les plus épouvantables qui existent. Avec des malades abandonnés, chimiothérapie, et la chimiothérapie les tue. Il faut voir ça aussi. Hein. On en est à la 12e ligne, ça continue. Et moi, on m'appelle, Charles, il est pas bien, tu peux venir le voir, est-ce qu'il est au courant qu'il va mourir? Et attendez, les mecs, ça fait des mois qu'il fait des cauchemars toutes les nuits, vous me demandez. Enfin bon, ouais, je ne vais pas vous raconter ma life. Non, moi, je suis volontairement dans une situation extrêmement pénible, au point que je vais m'arrêter quand même de travailler. Mais j'ai fait exprès. Je me suis mis dans la position la pire qui puisse exister, celle qui n'intéresse personne. Les malades qui sont abandonnés, toute la technique, toute la science a échoué. Et alors, on fait quoi? On les abandonne un petit peu. Et c'est pour ne pas les abandonner que moi je suis là, en équipe, parce que c'est très compliqué, je suis suivi, enfin on fait un truc incroyable. Et donc l'hypnose a sa place, et je vais vous montrer comme ça. Donc, comment faire? C'est-à-dire que c'est un vécu. Le vécu, vous allez pouvoir le reproduire chez vous, mais il faut que vous l'ayez vécu. C'est pour ça que je fais ça. Pardon. Boris va te donner le micro derrière. Vous intervenez dans les soins palliatifs. Souvent, les gens en soins palliatifs ont de la morphine ou des produits chimiques qui leur changent l'état de conscience. Ouais. Non. Non, quand même, quand on est shooté à la morphine, on n'est pas trop... moi, mes malades, ils ne sont pas shootés à la morphine. Ouais. Et ils ont des doses importantes de morphine, mais ils ne sont pas shootés. Ouais, mais ça change quand même l'état. On est un peu... Ça change l'état, ça dépend comment vous mettez votre morphine. Ouais. Moi, non, je ne dis pas que ça fait rien, mais moi je précise. Comment, du coup, quand la personne est quand même sous morphine ou des produits assez forts pour l'aider à passer le cap, comment vous arrivez à connecter quand même... Mais c'est parce que vous avez l'image que la morphine, ça endort les gens. Hein. Non, mais je ne dis pas que ça ne change pas, mais moi, mes patients à qui je fais de l'hypnose en soins palliatifs, la plupart, fort heureusement, je veux dire, ils ont de la morphine, hein, donc ça dépend. La morphine, c'est un vrai débat. Hein. Il faut faire attention à toutes les dérives que vous pouvez voir aux États-Unis. Mais la morphine, il y a des règles tout à fait strictes pour l'utiliser et qui sont peu connues. Moi, au CHU, je donne des cours au CHU à des internes qui ont fait toutes leurs études de médecine et qui aujourd'hui ne savent pas les règles de base d'utilisation de la morphine. Alors évidemment, mais un patient bien pris en charge, je ne dis pas que ça fait rien, mais non, s'il n'est pas vraiment là, c'est qu'il est surdosé. Vous allez dire que je vais certainement un peu trop vite. Je vais parler de mon expérience personnelle. Il y a maintenant 4 mois, mon époux a subi une nouvelle chimio intra-artérielle pour un cancer du foie avec une récidive. Il a pendant 3 ans subi une chimio, plusieurs chimios. Et en fait, cette technique lui a été proposée. Il ne s'attendait pas. Toutes les chimios se passaient très bien, douloureusement, mais très bien. Et cette chimio intra-artérielle a été juste épouvantable au niveau de la douleur. Donc quand je vous entends dire cela, il a été sous morphine et il hurlait dans la clinique. Les infirmières le tenaient parce que c'était vraiment insupportable. Et j'entends donc, je ne l'exprime pas pour parler de lui, mais je me disais donc, se pourrait-il que si vous aviez, si vous étiez intervenu, vous auriez pu, avec l'hypnose, éviter la douleur? Écoutez, j'en sais rien, ça serait un peu présomptueux, mais j'aurais sans doute fait différemment. Alors, je voudrais faire un autre exercice pour... alors oui, je voulais vous dire ce qui est un petit peu... qu'il faut se méfier. Parce que jusqu'à présent, ça va, ça a été, vous avez réussi à trouver un souvenir. Très bien, très bien. Oui, justement, ça m'intéresse. Alors là, ça m'intéresse de connaître la suite. Alors, donc je vais vous proposer quelque chose. On va refaire le même petit exercice et je vais dire 2 phrases qui vont
je voudrais que vous repériez l'effet de la phrase. D'accord ? Bon, moi, auparavant, on va faire ça de façon très authentique. Je vais vous expliquer, je vais vous faire ce qu'on appelle une suggestion négative paradoxale. Qu'est-ce que c'est qu'une suggestion négative paradoxale ? Je vous demande de ne... Par exemple, je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose. Oui, alors ça, c'est un peu manipulateur. Hein, c'est un peu manipulateur, quand même. Je ne pensais pas à un éléphant rose, mais... ça vous a tous sauté aux yeux, c'est visible, c'est permissif. Hein, vous pouvez pas penser, on s'en fout. Mais oui, il y a quelque chose, la phrase, dans la façon dont donc je vais utiliser une phrase dans l'accompagnement que je vais faire. Hein, je vais pas rester, on va avancer sur le souvenir, puis je vais vous rajouter une petite phrase. Vous allez avoir ça, vous allez voir l'effet que ça vous fait. Mais là, c'est plutôt cool parce que c'est visible. Mais il y en a d'autres qui sont moins visibles. Alors, par exemple, vous avez la situation, je donne juste 2 exemples pour montrer qu'il faut être prudent. La situation intercontextuelle. J'utilise le contexte. Par exemple, je pourrais dire... je ne sais pas cette phrase-là que je vais utiliser, je vais en trouver une autre. Par exemple, je dis à quelqu'un, asseyez-vous sur ce fauteuil confortable. Oui, j'ai utilisé le contexte, j'ai envoyé le mot confortable à la personne en lui parlant du fauteuil. Oui, c'est quand même... Voilà, donc j'en propose le confort, donc ça va. Hein. Sauf que, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas visible. Et qui est un peu, pas contraignant, mais quand même, je vous montre, asseyez-vous sur... De toute façon, vous allez vous asseoir sur le fauteuil. Hein. Je vous dis, tenez, asseyez-vous sur ce fauteuil confortable. Et bien, vous voyez, quelque chose qui... Donc, tout ce que je veux montrer, les suggestions qu'on va faire dans l'accompagnement, je crois que ce qui est majeur, c'est un peu ce qu'a dit notre collègue, c'est-à-dire ce qui est majeur, c'est que le patient va... Moi, je crois beaucoup aux ressources des uns et des autres. Alors, chacun y met des mots. Je pense que tout est dans la façon d'accompagner. Et si la personne est prête, alors il peut y avoir des changements tout à fait considérables. Mais dans cet accompagnement, je peux peut-être éventuellement faire des suggestions. Mais c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il vaut mieux faire des suggestions. Il faut se méfier des suggestions. Donc, je vous propose là 2 suggestions un peu manipulatrices, d'accord ? Mais qui sont cool, hein, c'est juste pour montrer un peu. Et après, je vous proposerai une suggestion beaucoup moins manipulatrice et qui sera la vôtre, et ça sera beaucoup plus chouette. Vous verrez, mais je voudrais, plutôt que d'en parler, je voudrais que vous le viviez. Alors, on recommence, si vous voulez bien. Voilà, fermez les yeux. Voilà, alors vous, comme toujours, vous commencez par retrouver l'air qui passe dans vos narines. Voilà, ça trouve ça normalement assez vite. Hop, voilà. Et puis retrouver un souvenir, comme tout à l'heure. Alors peut-être le même, peut-être un autre. C'est vous qui décidez. Hein. Encore une fois, laissez venir. Hein. Il n'est pas question de se concentrer, c'est pas un effort. Hein. Vous laissez venir. Et c'est beaucoup plus fort de laisser venir. En plus, vous serez surprise par ce qui va venir. C'est ça qui est très intéressant. Et moi qui fais de la philo, c'est très proche de ce que disent certains philosophes. Comme Bachelard, par exemple. Bref. Donc vous laissez venir des images. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des sons aussi, des sonorités, peut-être des parfums, des sensations, je ne sais pas. Laissez faire. Laissez faire. Et je vais vous dire, par exemple, ne cherchez pas à vous détendre. Voilà. Surtout, ne cherchez pas à vous détendre. Vous voyez, je fais une suggestion paradoxale, mais qui est plutôt sympathique, mais normalement, en vous disant ça, vous devriez sentir quelque chose. Ne cherchez pas à vous détendre. Et la deuxième suggestion que je vais faire, pendant que vous êtes en train de vous promener, peut-être, j'espère, je vais utiliser la même suggestion, mais je vais rajouter un petit quelque chose qui sera l'illustration de la suggestion intercontextuelle. Donc quelque chose qui sera beaucoup moins visible. Alors bon, je veux dire, donc, ne cherchez pas à vous détendre. Ne cherchez pas à vous détendre. Ah, pardon, excusez-moi, je recommence. Ne cherchez pas à vous détendre. Oui, on ne va pas faire plus. Donc là, vous êtes en train de promener, quelque part, en étant toujours ici, bien sûr, et un peu ailleurs dans vos souvenirs. Et peut-être que d'avoir fait ces quelques phrases
sous des formes de suggestions indirectes, peut-être que ça va vous allez vous trouver un peu plus détendu. Non pas seulement parce que j'en ai parlé, mais peut-être parce que votre souvenir est vraiment agréable et que c'est sympa. Vous voyez, c'est peut-être simplement ça, on ne sait pas. Il faut se méfier de penser qu'on maîtrise tout et qu'on sait tout. Voilà. Voilà, maintenant vous allez pouvoir tranquillement revenir ici, bien présente, à votre rythme. Une grande respiration. Oh là là, dites donc, ça baille, ça baille. Alors, est-ce que vous avez l'impression de vous être un peu plus détendu, peut-être d'abord parce qu'on en a parlé. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus, hein, globalement. Donc, vous voyez que je suis un garçon quand même très, très gentil, puisque je crois peut-être... Voilà, donc c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en hypnose. Donc l'objectif n'est pas de rechercher une détente, mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Souvent les gens, la maladie c'est quand même violent, c'est angoissant, on a tous, il y a de la peur dans tout ça, enfin je ne vais pas vous parler de tout ça, et donc se détendre un petit peu pendant l'exercice d'auto-hypnose qu'on fait, c'est peut-être une bonne idée. Voilà, donc l'idée, un souvenir agréable, quelques suggestions, etc. Et que si vous apprenez comme ça à faire cet exercice avec un peu plus de détente, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas du tout indispensable. C'était une façon de vous montrer comme ça. Moi, par exemple, dans l'exercice qu'on fera, en deuxième exercice qu'on fera, vous verrez que je ne dis plus rien. D'accord ? Est-ce que vous êtes détendu un peu plus ? Mais c'est vrai que là, je suis assez dominateur, hein, et elle est dans ma soumission. C'était ça l'hypnose autrefois, hein. C'était voilà. Domination, soumission. Alors, pour aller un peu plus vite, on va faire un dernier petit exercice. Oui, allez-y. Vous posez la question, ne cherchez pas à vous détendre quand vous... Ah oui, pardon. Est-ce que, la phrase que vous nous avez suggérée, en fait, c'est une... On entend que le mot détente... J'ai fait une intercontextuelle parce que j'ai prononcé le mot détente de façon différente. Et ça c'est pas visible. Et bon, là, on est dans la détente, on est entre nous, c'est cool. Il faut faire gaffe, quoi, la façon dont je prononce les mots. Et parfois, une suggestion qui est pas très visible, c'est de souligner un mot dans la phrase qui consiste à le prononcer de façon un peu différente ou de laisser un blanc après. Enfin, il y a 1000 façons de faire. Voilà. Donc, vous voyez, dans une simple phrase comme ça, ce que je veux simplement montrer, c'est qu'il faut faire très attention. Il faut être prudent, parce que l'hypnose, c'est pas soft, ou c'est pas forcément dangereux, pas du tout. En revanche, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet outil, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cet outil, voilà. Et donc, il faut connaître ça pour le faire avec prudence. Oui, tiens, le micro qui est derrière. Oui, alors petite question, est-ce que les faits auraient été plus forts, plus profonds si vous aviez dit laissez votre corps se détendre, je ne sais pas, une phrase de ce genre-là, ou bien c'est plus fort, l'impact est plus... ça va plus loin avec ne pas. Ah oui, c'est ça qui m'a surprise. Hein. Ah oui, parce que ça enlève, c'est ce que dit notre collègue, ça enlève bien des barrières. Si je vous dis de ne pas faire, en fait, vous entendez, c'est comme les enfants qui courent, quoi. Ne cours pas, sinon tu vas... Non, ne cours pas, non, tu vas tomber. Et paf, il tombe. Et il continue à courir, il tombe. C'est sûr. Donc, c'est beaucoup plus fort parce que c'est ce qu'on appelle une suggestion. Il y a quelque chose qui passe un peu des barrières et qui est assez manipulateur et que vous acceptez plus facilement parce que vous avez mis des barrières un peu de côté parce que vous vous y attendez pas. Ne cherchez pas à vous détendre. Tout le monde vous dit détendez-vous, mais enfin détendez-vous. Moi, quand je me lève, je leur dis jamais détendez-vous. Je leur dis, je sais pas, est-ce que vous pouvez vous détendre? Mais surtout, ne cherchez pas à vous détendre. C'est 1000 fois plus efficace. Parce qu'ils sont ailleurs. Donc c'est très on peut dire que c'est manipulateur. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, très bien, c'est très bien ça. Bah moi, contrairement à tout le monde, dès que j'ai entendu la phrase, ça m'a complètement fait l'inverse. Ben oui, mais c'est parce que vous appelez Elodie. Non mais bien sûr, parce que, mais bien sûr, tout à fait, mais ça ne me gêne pas une seconde, ça. Pas du tout. C'est-à-dire qu'en effet, en plus, on l'avait préparé,
Et là, il y a quelque chose d'un petit peu trop fort sur lequel vous avez résisté. Et ben, tant mieux, tant mieux. Parce que moi, de base, j'étais vraiment partie dans la détente, puis d'un coup, ne cherchez pas détente, je me merde, qu'est-ce qui Oui. se passe, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est toujours pareil, hein. Dès qu'on fait des choses en groupe, ça ne marche pas chez tout le monde, évidemment. Et puis c'est pas du tout, dans la réalité, c'est pas comme ça. On apprend à quelqu'un, on est là avec lui, en binôme, on lui apprend, on l'accompagne. Mais c'est juste, là, j'essaie de vous montrer qu'il peut avoir des impacts. Mais je trouve très bien, votre réaction est très saine. Hein. C'est le docteur Jousselin, j'ai eu un IRM il y a très peu de temps. Et les 10 premières minutes se sont bien passées. Et après, je commençais à rentrer un peu dans une respiration particulière. Et dans l'oreillette, on me disait « Détendez-vous, détendez-vous », on me hurlait dessus. Et là, je me suis dit « Ça va mal se passer ». En effet, quand je suis sortie, d'ailleurs, je me suis fait disputer. On m'a dit « Mais de toute façon, vous n'avez pas été capable de vous détendre, donc l'examen n'est pas bon ». Et là, d'ailleurs, ça s'est très mal passé après. Mais voilà, donc oui, c'est exactement ça. Voilà, donc, alors, dernier petit exercice, alors avant que je fasse une petite démonstration, alors dernier exercice, je voudrais vous parler d'une métaphore. Vous savez que la métaphore, c'est, normalement la métaphore, c'est quelque chose qui dit, on dit quelque chose à quelqu'un sur quelque chose, voilà, et on fait méta, on lui dit autre chose pour dire, voilà. Et c'est une excellente façon, on l'utilise sans cesse dans la vie de tous les jours. Nous passons sans cesse à utiliser le temps à utiliser des métaphores qui nous permettent de réfléchir et de donner du sens. C'est une façon de rechercher du sens. Voilà. Et donc la métaphore, je me suis embrouillé parce que je cherche la phrase de Ricard qui disait « c'est dire quelque chose à quelqu'un sur quelque chose ». À dire quelque chose à quelqu'un, je ne sais plus. Enfin, il utilise le mot quelque chose à quelqu'un, comme ça, on s'embrouille, c'est très hypnotique, c'est impeccable. Donc, la meilleure métaphore, on peut se référer à Ricoeur, c'est pas tellement celle que je vais construire, qu'on nous apprend à construire pour la donner à l'autre. La meilleure métaphore, c'est celle que vous allez vivre vous, vivante, vive. Hein, c'est pas celle que je ne vais pas vous parler du pied de la table. Le pied de la table, c'est une métaphore. Il n'y a pas de pied de table, mais un pied de table, c'est une métaphore. Mais je voudrais que la meilleure métaphore, c'est celle que vous allez vivre vous, et qui vous sera adaptée. Et donc je propose, avant d'en dire plus, de vous la faire vivre. Alors, donc vous vous installez tranquillement. Alors, bien sûr, vous avez le droit de résister, hein. C'est même conseillé. Hein. Si certains veulent faire résister, qu'ils n'hésitent pas. Ça veut dire quoi? Ils n'hésitent pas. Ils peuvent hésiter, mais qu'ils peuvent le faire quand même. Hein. Voilà. Soyez-vous vraiment sentez libre. Là, je vous propose un petit exercice. Donc, vous recommencez, vous fermez les yeux. Laissez venir l'air dans les narines, là, comme ça. Voilà, repartez dans un souvenir agréable, le vôtre, un autre, précis ou pas précis, flou ou non, plein d'images ou pas, je ne sais pas, rien d'autre. Voilà. Et je ne vais pas vous faire une suggestion indirecte ou pas du tout. Je vais même être un peu directif, je vais simplement vous proposer de faire une tâche. Donc vous êtes en train de vous promener, je ne sais où, plus ou moins, ça fluctue, passer d'une image à une autre, je ne sais pas. Voilà, faites ça tranquillement, encore quelques instants. Voilà, à votre rythme. Une image amène une autre image. Et ce que je propose, c'est, pendant que vous êtes en train de vous promener, quelque part, à l'intérieur de vous, de cheminer finalement, d'essayer de retrouver une sensation au niveau de votre main. Peut-être une sensation de lourdeur ou de légèreté. Voilà. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Simplement, c'est faire ça. C'est partir tranquillement. Voilà. Être en hypnose, c'est-à-dire on se promène à l'intérieur de soi. Oui. On peut dire qu'on est en transe. Oui. D'accord. Et puis, en même temps, essayez de repérer si votre main droite ou votre main gauche est plus légère ou plus lourde, ou rien de tout ça, ou autre chose. Simplement ça. Voilà.
Et cette main qui est un petit peu plus légère éventuellement, vous allez peut-être sentir qu'elle va, si vous y pensez, si vous faites un peu plus attention, elle va devenir de plus en plus légère, si vous y pensez. Et la main que vous aurez trouvée un peu lourde, elle va peut-être devenir de plus en plus longue. Voilà, c'est tout. Simplement ça. Cet exercice, alors que vous êtes en train de vous promener, et essayez de trouver une partie de votre corps. Moi, je vous propose les mains parce que c'est le plus simple. Et essayez de repérer en même temps une sensation de légèreté ou de lourdeur. Simplement. En fait, ce que je propose, et ce dont nous allons parler après, c'est finalement quelle sensation de légèreté, quelle sensation de lourdeur vous avez retrouvée. En fait, quel changement éventuel vous avez repéré dans votre corps, simplement en y pensant un peu là, tout simplement, ensemble. Voilà. Quand vous avez fait ça, et bien maintenant vous allez revenir tranquillement à votre rythme, toutes les sensations vont devenir un peu comme d'habitude. Vous revenez bien présent, faites une grande respiration. On en discute un peu avant que je vous fasse une petite démonstration. Qui est-ce qui a retrouvé une sensation de légèreté? Voilà. Qui est-ce qui a retrouvé une sensation de lourdeur? Qui est-ce qui est derrière trouvé? Ou les deux. Voilà. Donc en fait, juste pour après qu'on discute, vous voyez que ce simple exercice que je fais, moi, je propose, alors de façon un peu pas plus élaborée en réalité, bon, beaucoup plus longtemps, dans un cadre très différent, puisqu'on n'est pas là, vous n'êtes pas tous, voilà, c'est dans un cadre à l'hôpital, alors plus, pas du tout accueillant, mais bon, pas très hospitalier pour dire ça comme ça. Et en plus, bah, quand je reçois les patients, je fais comme tout le monde, je me mets au milieu de tout le monde, je consulte dans l'endroit où tous les médecins consultent. Alors le nombre de fois où on rentre dans mon bureau, ah, excusez-moi, je ne sais pas que le bureau est occupé. Toutes les quarts d'heure, on vous dérange, bon, mais c'est l'hôpital, hein, c'est normal. Et donc dans ces conditions, si ces conditions ne sont pas très bonnes, il y a quand même un accompagnement que je propose à quelqu'un. Et ce que je voulais simplement dire, si quelqu'un vient vous voir parce qu'il souhaite que quelque chose change, quoi que ce soit, eh bien cette simple façon de ressentir soit un changement dans le corps finalement, une légèreté ou une lourdeur, ou les deux, c'est quand même une métaphore du changement. C'est-à-dire que pendant cet exercice, il est possible qu'il y ait des changements. Et vous le vivez, vous le sentez. Et donc ça, c'est la métaphore la plus vive qui existe. Et souvent, quand les patients... Alors, par exemple, les patients douloureux, très souvent, ils me demandent de l'hypnose, docteur, etc. Alors, je dis, bon, écoute, d'abord, je ne me laisse pas faire comme ça, on ne fait pas comme ça d'hypnose. Il faut d'abord qu'ils me racontent. Parce que la douleur, elle se raconte et elle se montre. Donc, si vous n'observez pas et si vous n'écoutez pas l'histoire et la narration, alors vous avez perdu. Et voilà, c'est pour ça que la plupart des médecins, ça ne va pas pour la douleur. Et le patient, par exemple, qui vient voir pour une douleur chronique, je lui fais faire un simple exercice d'hypnose comme ce que vous avez fait là. Simplement, mais dans cette dimension, j'ai mal depuis des années, ceci, cela. Et si je arrive à leur faire vivre un exercice tout simple, au cours duquel ils oublient leur douleur, c'est eux qui m'ont appris, ils m'ont dit, mais docteur, pendant l'exercice, j'ai oublié ma douleur. Alors qu'est-ce que je leur dis à ce moment-là? Je leur dis, c'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Eux qui ont des douleurs depuis toujours, et qui viennent vous voir, et qui lors de l'exercice, lors de leur rencontre, l'exercice, n'a plus de douleur. C'est pas qu'il y a plus de douleur, il l'a oublié quelques instants. C'est donc que des choses sont possibles. Voilà, donc ça c'est la plus belle métaphore, c'est celle que le patient vous souffle, et la plus grande métaphore, je trouve. Et j'ai même travaillé ça avec Paul Ricoeur lui-même, parce que je suis allé voir chez lui à Châtenay-Malabry, et on a fait un exercice sur l'oubli de la douleur, pendant l'exercice d'hypnose. Et donc, il m'a bien confirmé que tout ça avait tout, ce n'est pas une métaphore, puisque ce n'est pas dans le langage, mais ce vécu que vous avez là, lors de cet exercice, a toutes les caractéristiques de la métaphore. C'est-à-dire qu'elle permet de réfléchir et donner du sens à ce que j'expérimente. Voilà, c'était ce petit exercice que je voulais vous faire. Alors avant qu'on fasse une démonstration, avez-vous des questions par rapport à cette métaphore vive, au sens de vivante? Donc tout d'abord, je vous remercie d'être venu pour cette rencontre, parce que ce que j'ai entendu me ravit. Voilà, c'est la première chose. Ah, merci. Donc j'y vois beaucoup de complémentarité avec la kinésiologie,
notamment les techniques de visualisation que nous utilisons. Et grâce au test musculaire, la possibilité de choisir les affirmations pour l'accompagnement des personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc en même temps, donc c'est l'aspect technique, on va dire. Mais la chair est pensante, hein. Oui. Donc tout à fait. Donc dans l'idée du vivant et de l'humain, viennent en moi des questions que je me pose. C'est comment peuvent coopérer la médecine conventionnelle et la kinésiologie. Comment mettre en commun ces outils, ces techniques, ces savoirs, etc. Voilà. Comment mettre en œuvre cette complémentarité, comment impulser ensemble le changement. Donc toutes ces questions arrivent en moi, là, et je souhaite avoir votre point de vue si vous voulez bien. Moi je sais que, je sais pas comment ça peut bouger, c'est très compliqué. Mais je pense, moi, que dans mes rencontres à la fac, par exemple, je pense que les jeunes, ils sont quand même très soucieux, de plus en plus quand même, de l'environnement. Bien sûr qu'on fait le métier, on est bluffé par cette technique triomphante, et c'est vrai qu'elle est triomphante, mais elle oublie l'homme quand même. Et donc moi je vois que je suis assez optimiste. Comment, je ne sais pas, mais peut-être que... Vous voyez, l'exemple de l'épigénétique, c'est tout à fait ça. C'est comment parler, finalement comment parler aux médecins, peut-être avec des jeunes. Aujourd'hui c'est ça. Ouais. Si je peux intervenir, je suis infirmière en milieu hospitalier et kinésiologue, donc j'ai une expérience là-dessus. Alors, je peux vous dire que je suis un hôpital privé, donc le gros souci c'est l'argent, point barre. Par contre, j'ai vu une belle évolution sur les mentalités. Vous êtes un petit peu négatif, moi je trouve, par rapport au milieu hospitalier, parce que ça fait 30 ans que j'y suis. Il y a 30 ans, quand j'ai voulu faire venir une psychologue, on m'a dit on ne soigne pas des fous ici. Donc pour vous dire un petit peu qu'on partait de très bas. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, et maintenant il y a des psychologues, il y a des sophrologues. Moi je suis arrivée en tant que kinésiologue, donc c'est même l'hôpital qui m'a envoyée ici. Donc c'est quand même voilà, une belle évolution. Oui. La seule souci, c'est qu'en fait on est confronté à des problèmes financiers. C'est-à-dire que nous, l'hôpital privé, on a de moins en moins d'argent de l'État. Il faut que ce soit c'est une entreprise, il faut que ce soit rentable, et ils n'arrivent pas à se faire dédommager financièrement. Donc s'ils créent un poste de kinésiologue, ils m'ont clairement dit nous on perd de l'argent et c'est pas le moment actuellement. Donc ce qui se passe, c'est que je suis connue au sein de l'hôpital, les gens viennent me voir, mais ils viennent me voir, je vais dire, en privé. Au début je le faisais à la clinique, j'ai dû arrêter parce que ça prenait trop de temps. Mais maintenant, les gens, les patients, régulièrement, je vois des patients et ils viennent me voir dans le privé, mais j'ai fait connaître quand même la kinésio autour de moi. Donc moi je pense que c'est positif, je pense qu'on va, en effet, les nouveaux médecins sont de plus en plus à venir me voir et à parler de ça, et au contraire à essayer de m'encourager dans cette voie-là. Ouais. Non, mais ça bouge. Parler des psychologues, je prends l'autre exemple des psychologues. Il y a 20 ans, il n'y a pas de psychologue. Maintenant, il y a des psychologues. Mais maintenant, on n'écoute même plus les malades. On dit, tiens, je vous envoie le psychologue. Vous voyez, enfin, bon. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas. Alors qu'il y en a. Donc, voilà. Mais ça, voilà. Mais enfin, je suis d'accord, ça bouge, mais on est quand même... c'est long. Oui, très rapidement, en fait, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites au sujet de... il faut aller vite, on n'a pas le temps d'écouter le patient. Je suis manip radio, donc j'exerce toujours, j'ai pas encore... C'est vous qui dites détendez-vous, détendez-vous. Ah, enfin, détendez-vous. Non, j'ai de la chance de faire partie d'une très bonne école et donc je me permets pas de dire ça. Même si on fait encore des erreurs, parce qu'on n'est pas parfait, bien sûr. Et on continue de se former dans ce sens. Mais voilà, et moi je suis un peu... je vous écoute avec toutes mes oreilles, avec tout ce que je peux entendre, parce que c'est énorme et ça m'a vraiment touchée, parce que je souffre de plus en plus de ça, et moi aussi je suis dans la colère comme vous. Peut-être pas autant, mais parfois très très en colère. Ça se ressent un peu. Ouais. Non, mais complètement, parce que voilà, j'ai toujours eu, j'ai choisi ce métier moi de manip radio, bref, en rapide, parce que j'aime le contact avec le patient, pas forcément parce que je suis presse-bouton et porte-cassette, c'est parce que voilà, j'aime aussi ce contact et voir diagnostiquer. Non, mais là voilà. aussi ça change. Voilà, mais là il faut aller tellement vite parce qu'il faut faire du chiffre, Donc moi j'ai de moins en moins de temps à passer avec le patient. Et quand on me demande qu'est-ce que vous avez fait entre 7h39 et 7h41, excusez-moi, j'ai pris 2 minutes pour parler avec le patient, ça m'a semblé
Et le patient me dit merci madame, merci de votre gentillesse, merci. Voilà. Alors si je me prive de ça, si je le prive de ça, je me dis mais on va où quoi? C'est lamentable. Donc, j'ai vraiment envie de filer très vite vers la kinésio parce que c'est voilà, c'est juste pour ça aussi ça me démonte. Alors vous avez raison parce que oui. On est dans la gouvernance des chiffres. Oui, c'est donc vous ne pouvez pas deviner. Juste pour dire que par rapport aux chiffres, je vais vous donner une petite démonstration, pas une démonstration. Moi, dans l'équipe dans laquelle je travaille, nous sommes 8, l'équipe mobile de soins palliatifs. Tous les matins, à 10h, avant on traîne, on lance les mails, à 10h, qu'est-ce qu'on fait? On prend le café. Et on discute des malades. D'abord, on discute de la vie de tous les jours. Le film qu'on a vu. Après, on discute de ce qu'on a à faire dans la journée, ce qui est prévu, etc. au point de vue professionnel. Après, on parle des malades. Ça prend une demi-heure, ça prend une heure, ça prend 1h30, ça prend 2 heures, ça n'a aucune importance. C'est moi le chef, je ne regarde plus jamais ma montre. D'accord? Avant, je le regardais et on m'a dit arrête de regarder ta montre. Et ils ont raison. Tout ça pour dire que d'avoir tout, c'est-à-dire que notre travail, et on passe pour rien. Allez, 2 heures à rien faire. En fait, en réalité, on prépare toute notre intervention et on doit tous être partis à 5 heures. Et moi, le chef, je suis parti à 5 heures, parfois plus tôt. D'accord? Eh bien, c'est juste pour vous parler de la gouvernance des chiffres. Il faudrait que vous alliez voir Alain Supio sur YouTube. Eh bien, ma rentabilité a augmenté de plus de 50%. Et on ne me croit pas. C'est-à-dire que je voyais 400 nouveaux patients par an. Depuis qu'on fait ça, on est passé à 450, 500, 550. Là, aujourd'hui, on est à 620 patients par an. On ne faisait pas de cours, on n'arrête pas de faire des cours. On ne faisait pas de publication, on n'arrête pas de faire de publication. On ne faisait pas de recherche, on fait de la recherche. Pourquoi? Parce qu'on a mis de la parole et qu'on a arrêté de faire de la technique et on a arrêté de regarder sa montre et de parler de chiffres. Voilà. C'est extraordinaire. Et en plus, je peux vous dire qu'en plus, dans mon équipe, en plus, ça marche tellement bien qu'il y a une infirmière médecin, une infirmière qui va faire une thèse. Donc on perd du temps infirmier. Il y en a une autre qui va faire un master, perd du temps infirmier. Eh bien, on continue de grimper. Ça, et donc il faut que vous alliez voir ce que dit Christophe Dejour sur YouTube, sur la coopération au travail. Juste pour dire, je termine là-dessus, après on fait une petite démonstration. En fait, la pénibilité d'une tâche n'est pas due à la tâche elle-même. Elle est due à la coopération pour mettre en œuvre cette tâche. C'est-à-dire que nous, dans notre travail préalable, on discute, on parle de nos difficultés, du mal avec en équipe, on prépare toutes nos interventions. Donc, nos interventions sont de meilleure qualité, on souffre beaucoup moins et on est extrêmement rentable. Mais on ne le dit pas. C'est l'efficience. On ne le dit pas, parce que si on le dit, le directeur va nous virer, parce que lui, c'est pas du tout ça. Il raisonne dans le chiffre, il regarde sa montre. Voilà. C'était une petite remarque. Donc allez voir Christophe Dejour sur YouTube. Christophe Dejour, avec qui nous travaillons d'ailleurs. Et allez voir Alain Supio sur YouTube aussi, la gouvernance des chiffres. Et allez voir ce que dit Christophe Dejour de la coopération au travail. Et nous avons fait un truc absolument magique. Alors, pour dernière démonstration, je voudrais que l'un veuille bien se présenter, veuille bien faire une démonstration avec moi. Donc, l'un ou l'une d'entre vous, l'idée c'est de faire le malade, mais ce n'est que faire comme si, vous n'êtes pas fort heureusement pas malade, j'espère. Et donc, je vais demander à ce malade de se mettre là. Ça va représenter les draps. Il n'y a personne qui va être malade. Allez, vous êtes la malade. Alors, installez-vous dans votre chambre, là. Je suis dans mon lit. Alors, vous êtes dans votre lit. Alors, on va faire ça parce que vous êtes vraiment dans votre lit, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez les bras comme ça. Donc, vous êtes en position assise dans votre lit. Oui, ils ne sont pas souvent de lunettes de soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un patient. Donc, je vous fais une petite démonstration pour montrer simplement ce que je voudrais montrer, c'est qu'on peut faire de l'hypnose, justement pour s'adapter avec de moins en moins de suggestions comme ça. Voilà. Mais le patient, moi, je parle de soins palliatifs dans une situation grave. D'accord? Donc, je ne propose pas de l'hypnose. Mais, dans l'équipe, on dit, vous ne devez pas faire de l'hypnose. Alors, vous savez, le docteur Justin fait de l'hypnose. On attend de voir si le malade, on attend une attente. Une fois que le patient est en une attente, quelle que soit la situation, souvent, le patient peut se retrouver en position demi-assise comme ça dans son lit,
avec des perfusions, mais il a souvent quand même toujours l'avant-bras libre, d'accord? Avec ou sans perf. D'accord? Donc vous imaginez, quel est votre nom? Capucine. Capucine. Capucine, là, voilà, c'est la malade avec les perfusions. Et Capucine, est-ce que vous êtes d'accord pour faire de l'hypnose? Oui. Voilà. Mais vous êtes... Oui ou oui? Oui. Allez, hop. Vous trouvez qu'elle a une motivation, là ou... Oui. On la connaît bien. Alors, donc moi, qu'est-ce que je fais? Donc quel est mon objectif? Donc je vous montre. Alors, je vais vous montrer. Enfin, voilà ce que je fais. Donc, l'idée dans l'apprentissage, apprendre à quelqu'un, c'est lui montrer. Il faut faire avec lui. Donc, vous avez, vous avez fait de l'hypnose tout à l'heure. Et en fait, je ne vous ai pas touché, etc. Mais on sait que l'apprentissage, quand on touche les gens, ça facilite les choses. Mais les toucher, enfin, vous connaissez ça 1000 fois que moi. Donc, ça peut toujours être intrusif, etc. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ben, après, ça dépend comment vous l'accueillez, etc. Bonjour, je vous laisse faire tout ça, ça c'est votre job. Donc moi, je vous rappelle que je suis un grand service, grand hôpital où on ne touche plus les malades. Alors là, je vais vous toucher. Alors finalement, je vais faire la démonstration. On va faire un petit exercice tout simple. Je vais vous apprendre. Capucine, c'est ça? Capucine, oui. Capucine. Je vais vous apprendre à faire une séance d'hypnose. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord? Ok. Ok. Alors pour ça, on va se serrer la main comme ça, voilà. Ouais. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà. Et puis, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder là, cet endroit-là de votre bras. C'est possible? Je regarde là? Oui, là. D'accord. D'accord? Voilà, on va juste tenir la main comme ça, voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Fixation de l'attention. Je me permets d'expliquer. Oui, bien sûr. En plus, quand on explique, ça ne change rien, ça marche encore mieux. C'est cool. Alors, donc, Capucine, vous regardez ce point-là et vous laissez faire. Moi, je fais pareil. Et je vais laisser ma main descendre, tranquillement, sans rien faire. Et vous, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas, vous laissez faire. Voilà. Je ne sais pas si vous allez retrouver quelque chose. Cet exercice, c'est pour vous aider. Voilà, laissez faire. Voilà, très bien. Voilà. Et quand la main aura touché les draps, là c'est la table. Faites une grande respiration. Ça va? Ouais. Vous êtes d'accord pour recommencer? Ouais. Allez, on recommence. Et moi je vais à côté. Et on fait la même chose. Laissez faire. Voilà. Laissez faire. Pendant cet exercice, c'est possible que des choses se mettent en place pour vous aider. Voilà. Ça va? Ouais. Allez, on recommence? Ouais. Allez, recommencez. Voilà, tranquillement, à votre rythme. Voilà. Faites une respiration. Ça va? Bon. Voilà. Donc cette petite démonstration, quelle est votre impression? Si vous avez l'impression. J'étais relâchée. Ça vous a fait du bien? Oui, j'étais relaxée. D'accord. Donc ce que je voulais montrer, c'est que, alors, toutes les histoires un peu en urgence, en sympathie, par exemple, des choses, en fait, le contexte est tellement terrible qu'il ne faut pas grand-chose pour que le patient me suive, d'accord? Et donc après, il faut lui montrer ce que l'on fait, d'accord? Et après, moi, en sympathie, par exemple, je ne dis jamais rien. Je ne parle pas de souvenirs agréables. Souvenirs agréables, peut-être, mais j'ai simplement prononcé le mot, quelque chose pour vous aider. J'ai dû prononcer ça, je ne sais plus ce que j'ai raconté. Enfin, c'était pas intéressant, mais l'idée c'était de dire que cet exercice est là pour vous aider. D'accord. D'accord? C'est tout ce que j'ai dit. Et après, je n'ai en fait rien dit. Mais j'ai montré à l'autre ce que je faisais. Et donc je l'ai accompagnée. En plus, après, elle l'a fait toute seule. Voilà. Et cet exercice marche extrêmement facilement chez les patients en soins palliatifs. Parce que je termine sur les soins palliatifs, parce que les patients ensuite, je leur dis, écoutez, voilà, plusieurs fois dans la journée, quand vous trouverez ça utile, je ne dis même pas pourquoi, quel symptôme, on arrête d'être dans le symptôme. Quoi. Quand vous trouverez ça utile,
ben, vous levez votre main et vous le ferez. D'accord. Voilà. Et donc les gens, je les revois le lendemain ou le surlendemain, je ne sais rien, et je leur demande alors, et puis souvent ils le pratiquent régulièrement, et j'ai des souvenirs émus de familles qui m'ont dit est-ce que vous pouvez remercier la personne qui a appris à ma maman à faire cet exercice avant qu'elle meure, voilà, qui l'a beaucoup aidé. Ça, j'ai plein de choses. Mais vous voyez que ce que je voulais vous montrer, c'est surtout que on peut faire de l'hypnose sous cette forme-là, et qui doit vous parler, de toucher, de montrer à l'autre. Et le patient, il ne vient pas comme ça par hasard. Vous l'avez dit. Elle était prête. Et si les gens sont prêts à faire quelque chose, après, quelle que soit la technique, je ne sais pas, quelle que soit la technique, c'est pas vrai, ça peut être plus ou moins... En fait, la technique est adaptée à la personne. C'est là où toute la subjectivation de la technique qui est là. Hein. Qu'est-ce que je propose? Enfin, tout est là. Et c'est dans cette entre-là, entre deux, intersubjectifs, qui peut se passer quelque chose de très thérapeutique, mais qui va dépendre beaucoup de la relation. C'est pour ça que j'ai commencé mon petit topo en parlant de la rencontre. Et mon propos aujourd'hui sur cet exercice, cette petite démonstration, voilà. Mais là, c'est à visée pédagogique, en fait. Hein, toujours. Voilà. On est dans l'auto-hypnose. On apprend l'autre à faire de l'auto. Toujours. Nous, C'est dans intéressant. l'exercice de nos métiers, on fait beaucoup ça, on appelle ça des petits exercices d'ancrage, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui a été travaillé pendant la consultation, c'est de, voilà, par un mouvement, par quelque chose, fait que la personne puisse pratiquer, ancrer cette modification du comportement ou de l'émotion ou de l'état, la souffrance, la douleur, comme vous dites. Je trouve que votre démarche, on rentre bien dedans, quoi. Voilà. Elle est proche de la manière dont on envisage les choses. Tant mieux. Vraiment. Ouais. J'ai fait appel à cette pratique pour arrêter de fumer. J'étais une grande fumeuse, très dépendante de cela. Et j'avais tout essayé, vraiment. Et puis, au moment où j'étais prête, donc c'est vrai que c'était important de souligner ça, au moment où j'étais prête, là, en 2 séances, il n'y avait plus aucune dépendance à la cigarette, mais plutôt à la nicotine, alors qu'on est toujours en train de nous dire que c'est physiologique, c'est psychologique, il y a une véritable dépendance par rapport à ça. Et donc déjà, j'étais surprise de constater que physiquement, il n'y avait pas du tout de dépendance. Je n'y pensais même plus, du jour au lendemain, c'était terminé. Et si je fais un parallèle avec la douleur, finalement, si on est encore dans une forme de douleur, c'est que quelque part, il y a une partie de nous qui nous empêche finalement de nous séparer de cette douleur, qu'on n'est pas prêt à lâcher cette douleur, et que sans doute, en tout cas nous, en tant que kinésiologues, l'accompagnement qu'on fait auprès des personnes pour justement les préparer à ça, parce que finalement, ça fait presque partie de leur identité ou de leur... Bien sûr, c'est leur identité. Merci de dire tout ça. Moi, c'était juste pour un petit témoignage. Je suis kinésiologue et hypnothérapeute depuis 5 ans. Donc, je peux vous dire que les 2 outils se mettent ensemble très, très, très bien. Un petit bout de l'un, un petit bout de l'autre parfois. J'ai des patients qui viennent me voir en disant je veux de l'hypnose parce que je veux ci, je veux ça. Moi je leur réponds je ne suis pas magicienne, donc je ne vais pas faire une séance d'hypnose et hop, vous allez arrêter. Mais par contre, effectivement, toute la recherche, toute l'anamnèse avant pour faire une séance d'hypnose, des fois va me dire bah non, finalement c'est pas hypnose qu'on va faire, ça va être autre chose. Et ce sont vraiment 2 outils merveilleux ensemble. Tout à fait d'accord. On met une fourmi sur de l'eau et si elle est seule, elle coule. Si on prend les fourmis à plusieurs, elles font comme un petit radeau et en fait elles peuvent se déplacer sur un lac ou voilà. Ça c'était par rapport à... Et sinon, oui effectivement dans nos consultations, on a exactement ce rapport d'empathie avec la personne et de pouvoir graver ensuite dans le corps ce qui s'est passé ou cet état modifié. Je ne sais pas comment on dit non plus, mais on retrouve vraiment ça dans nos séances. Alors, oui, mais merci. Alors moi, j'utilise ça
pour mettre en place cette petite technique, et en disant pas grand-chose dans ce cadre de soins palliatifs. Et ce là où on est 1000 fois d'accord, c'est-à-dire que le monde médical a du mal à entendre, c'est qu'en fait notre chair elle est pensante, c'est-à-dire que je reprends l'exemple de la douleur, tout le monde parle de la douleur, en revanche un homme douloureux ça se voit tout de suite, et il faut accueillir, il faut observer, donc ça se montre, et ça se raconte, et si vous ne tenez pas compte de ce qui se montre, ben c'est que le langage, c'est que vous n'avez pas accueilli le langage de l'homme, son langage qui est spécifique, ce qui est spécifique à l'homme c'est son langage. Et son langage, c'est ce qu'il dit, ce qu'il montre et ce qu'il est. Et donc tout ça doit être accueilli. Et je pense que ça doit vous parler. Et je trouve dommage qu'on ne touche plus les gens. Moi, je suis pas très... en réalité, dans ma pratique, je touche beaucoup les gens, mais de façon très pudique. Moi, j'étais élevé... bref. Mais je touche souvent, je les touche un tout petit peu, ou sur l'épaule, ou... Voilà, pas grand-chose. Je ne fais pas le truc de... Mais ça vient comme ça, parce que je suis avec l'autre. Mais je crois beaucoup. En tout cas, moi, quand je sens... Je ne fais même plus attention. Mais il n'y a pas d'intention. Mais sinon, deux hommes qui se rencontrent, et dont l'un est en détresse, c'est pas mal juste de toucher. Je voulais vous remercier, ça me touche beaucoup. J'écoute les uns et les autres. Ma démarche, elle est très très spéciale et surtout, elle vient justement du toucher et de cette relation d'être avec l'autre. Et c'est pas un hasard si quand j'ai rencontré la kinésiologie, j'étais déjà dans quelque chose qui était le toucher, le yoga de l'énergie et la méditation. Mais je trouve que la façon dont la kinésiologie et ses travers et cette manière d'avancer et de privilégier d'abord le toucher, le regard, l'écoute, et aussi non seulement la relation de l'âme et du cœur. Et j'ai toujours été persuadée qu'on pouvait être un jour complémentaire au corps médical. J'ai moi-même accompagné des personnes très malades, et comment on pouvait parler d'une certaine manière à la maladie elle-même. Et dans le mot douleur, j'ai toujours... ce que j'ai perçu, c'est que dans le mot doux et leurre, c'est le doux qui est devenu un leurre. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, dans les mots, il y a toujours... dans la maladie, c'est des mots qui ont été réactifs. Et dans le mot douleur, il y a cette réactivité, et que l'on, fur et à mesure que l'on prend avec soi, et on devient la douleur elle-même. À partir du moment où cette douleur, on la regarde, on la respecte, on l'écoute, elle prend un autre sens. Et je vous remercie infiniment, vraiment. Je crois que pour les gens qui souffrent, et le fait qu'il y a un éveil grâce à vous et d'autres, j'ai toujours considéré quand j'allais dans les milieux, comme ça nous est arrivé toutes les deux, où les gens ont leurs tubes, leurs machins, leurs appareils, et je disais, mais il y a des petits lutins, des anges qui sont là, et c'était le corps médical. J'ai toujours été persuadée de ça. Et ici, il y a de nombreuses personnes qui viennent du corps médical, infirmiers, infirmières, etc. Et quand ils me disent « Ah non, j'en ai marre, je change », je dis « C'est dommage, votre place est là-bas ». Et voilà, je voulais tout simplement vous remercier tous, et remercier aussi Capucine d'avoir... et puis Bonhomme aussi. J'ai écrit ce petit livre, éventuellement je vous en ai apporté quelques-uns, là si vous voulez, je peux même vous les signer. Ce petit livre, je suis très fier de ce petit livre parce que c'est un vieux médecin, vous voyez de qui je parle, qui est avec un jeune médecin et qui va de malade en malade.
Et je raconte ça. Je raconte justement que la douleur, c'est pas j'ai un symptôme, j'ai une douleur, c'est je suis douleur. Voilà, on est douleur, tout est là. Et je suis très content de ce petit livre parce que je lis très facilement. Et mes filles, 4 filles, savent enfin ce que papa fait. Et donc c'est un petit livre sur la douleur. Voilà. Sur l'hypnose, j'ai écrit aussi un dernier livre, mais j'en ai pas d'exemple. Un dernier livre qui s'appelle Nouvelle hypnose, initiation et pratique, la 4e édition, qui a plein de dessins. Mais je ne sais pas si vous avez... Enfin bon, avec ce que vous faites, en accueillant le corps de l'autre, c'est-à-dire l'autre, parce qu'il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps, on est que des êtres vivants, on ne peut pas nous séparer le corps et l'âme d'un côté, tout ça c'est ensemble. Hein. C'est pour ça que vous dites la chair est pensante.